Vous me demandez souvent comment me soutenir. Voici 2 choses hyper simples qui font toute la différence. En premier lieu, prenez 2 secondes, là, maintenant, abonnez-vous au podcast et notez-le 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Deuxièmement, partagez cet épisode avec un proche qui, comme vous, est amateur de podcast. Par ailleurs, si vous êtes une marque ou un partenaire potentiel, c'est peut-être le moment de rejoindre l'aventure Audace. Audace. Place à l'audace. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une femme exceptionnelle et pétillante, Elinor. Juriste, entrepreneur et maman, Elinor jongle avec brio entre un job full-time chez Bipost Group et sa marque de vêtements We Love Serious, qu'elle a cofondée avec sa maman et sa sœur. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours, ses défis et ses conseils pour équilibrer ambition pro et vie perso. Une conversation authentique et motivante qui va vous donner une bonne dose d'inspiration. Titre personnel, j'ai adoré partager ce moment avec Elinor. Petite surprise pour vous, Elinor et We Love Serious vous offrent moins 15% sur leur collection avec le code AUDACE15, valable pendant 1 mois jusqu'au 4 avril 2025. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin car Elinor nous parle de sa cure Reset, une petite cure magique, j'ai envie de dire, qui, elles, lui ont permis de s'alléger de quelques kilos et surtout de retrouver de l'énergie. Allez, je m'arrête là, installez-vous confortablement, prenez un bon café ou un petit thé matcha et c'est parti pour une conversation passionnante. Bonne écoute. Bonjour Elinor. Salut Chloé. Merci de m'accueillir chez toi, c'est sublime, c'est trop beau. Trop gentil. C'est trop de mon goût. Écoute, c'est trop sympa. T'es la bienvenue quand tu veux. Merci. En plus, on est le 14 février, donc j'ai l'impression d'avoir mon premier date aujourd'hui. Incroyable. En plus, c'était ton anniversaire. Hier, on peut le mentionner ou pas? Ouais, Incroyable. On dit juste pas l'âge. Non, on n'oserait pas. Mais bon, en même temps, tu les fais pas non plus, hein. Si. On se le dise. Non, j'ai pas 45 ans. Bon, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, trop bien. Je suis ravie de t'avoir à la maison. C'est une nouvelle aventure, hein. On dit oui aux opportunités qui se présentent. Mais on en parlait en off juste avant. Tu étais quelqu'un qui disait oui à la vie, j'ai envie de dire. Ouais, j'adore. Oui à la vie. Et là, c'est vrai que tu m'as contacté ou je ne sais même plus comment c'est fait. Oui, c'est moi qui t'ai envoyé un message parce que j'avais plein d'idées, j'avais plein de contacts, je pensais qu'on pouvait faire quelque chose de chouette ensemble. Ouais, donc, tout à fait. Tu m'as fait des vocaux, j'étais là, ok, go, direct, oui, bah ça match totalement. On va en venir, on va parler d'abord de toi et puis on va parler d'un business que tu as monté, un business familial. Ouais. J'aime trop l'idée déjà. Mais avant tout ça, question rituelle, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, aux auditrices en quelques mots? Bien sûr. Alors, je m'appelle Elinor, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille qui s'appelle Olympe qui vient d'avoir 16 mois. J'adore ce prénom. Merci, trop gentil. Je travaille en temps plein dans une société, mais en plus de ça, du coup, on a un business familial. J'en dis pas plus pour pas spoiler l'épisode. Donc voilà, je dirais un peu touche à tout, à faire plein de choses et très optimiste de manière générale. Quel genre d'enfant tu étais? Alors, moi, je me souviens de moi-même comme étant un enfant au début très, très timide. Donc, je viens d'une éducation assez stricte, avec des parents qui étaient très occupés. Donc, quand on parlait à table, il fallait être poli déjà, mais avoir quelque chose d'intéressant à dire. Bon, après, j'ai une très, très bonne relation avec ma famille, avec mes parents, etc. C'est vrai qu'on a été vraiment éduqués avec des valeurs très, très fortes.
de respect, de gentillesse, de politesse, etc. Donc, j'étais un peu plus réservée. Mais ma maman m'a dit que j'étais quand même aussi un enfant assez facile, souriante tout le temps, contente avec tout, donc pas compliqué. Donc, je me dis, heureusement, c'était déjà ça. Et j'espère que ma fille suivra ce modèle-là aussi, évidemment. Mais donc, voilà, au début, plutôt timide, et puis après, complètement extravertie. Ça a vite changé. T'as les frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère et puis une petite sœur, donc je suis l'aînée de ma fratrie. Beaucoup d'écart entre vous? Mon petit frère a 2 ans de moins que moi et ma petite sœur a 6 ans de moins que moi. Ton parcours scolaire, académique, il est assez classique, je suppose. Oui, ultra classique. Alors là... T'as grandi à Bruxelles, Waterloo? Ah non, pas du tout. On se trouve dans la région de Waterloo. Ouais, non, pas du tout. Moi, je suis liégeoise. Ah, t'es liégeoise? Ouais, exact. T'as pas l'accent? Non, pas du tout. Bon, je l'avais au début. Si je peux le faire, si je veux. J'ai toujours des petites notions. Des petites tresses qui remontent là quand t'es bourré ou quoi? Oui, aussi je parle à des liégeois. En fait, tout simplement, si je me retrouve dans mon environnement, ça rentre dessus. Exactement. On adore. Mais non, du coup, moi, je viens de la région liégeoise. Ok. Mon mari est bruxellois, mais ses parents étaient liégeois aussi, donc comme quoi, tous à Liège. Faut rire. Et du coup, j'ai fait toutes mes primaires et mes humanités à Liège, et j'avais qu'une envie, c'était de venir découvrir la capitale. Donc, je suis venue faire mes études à Saint-Louis et puis à l'UCL. Donc, j'ai fait Bruxelles et puis Louvain. Mais j'étais pas tellement fan de la ville de Louvain, donc enfin Louvain-la-Neuve. Donc, je suis restée dans mon cote à Bruxelles. Et... Ah oui, tu faisais les trajets. Oui, bon, après, je faisais pas énormément de trajets, très honnêtement. Pas trop active en cours, à distance. Ouais. Après, j'avais une très bonne copine, big up à Aurore, ma super pote, qui est toujours ma meilleure amie d'ailleurs, enfin une de mes meilleures copines au monde. Je suis la marraine de son petit-fils qui vient de naître, je suis trop contente, qui était en cours hyper assidue et qui était une star de prise de notes et qui littéralement m'a aidé à réussir. C'est précieux ces amis-là. Ah ouais. Et elle venait faire ses blocus à la maison chez moi pour se faire choyer par mes parents et avoir des bons repas. Et du coup, elle m'aidait même pendant le blocus. C'était une histoire de fou. Mais donc voilà. Trop bien. T'as fait des études de quoi? De droit? De droit. Ma maman avait étudié le droit. Mon père, dans son élan de générosité, expliquait à mon frère, ma sœur et moi qu'on avait le choix entre 3 types d'études. Donc médecine, ingénieur ou droit. Merci papa. Voilà. Donc le choix était un peu limité. Moi, je me serais bien vue partir en communication ou autre, mais non. Du coup, je me suis dit bon j'avais pris maths forte en humanité, je détestais. Ouais. Donc j'étais là, ok, c'est quoi, on va éviter les maths. Donc il me restait qu'un choix, le droit. Et en fait, au final, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à structurer ma pensée, ça m'a appris à être méthodique. C'est des cours de par cœur, de notions, etc. C'est vraiment assez poussé en fait. C'est pas si facile. Comme tu l'as fait en français parce que je sais que Saint-Louis, tu peux le faire en bilingue ou en trilingue, mais ouais, non, j'étais en humanité en immersion néerlandaise, mais pour l'université, étant donné que je quittais le cocon familial et que je prenais un cote à moi toute seule. Oui, on va se calmer. Voilà. En plus, je suis née en janvier 92. Mes parents m'ont fait sauter ma 2e maternelle, donc je suis arrivée, j'avais 17 ans. J'avais qu'une idée en tête, c'était faire la fête aux Jeux d'hiver. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est quoi, on va éviter les difficultés, on va se remettre plutôt sur quelque chose de basique. Donc, je l'ai fait en unilingue. Mais il y avait quand même un petit peu de cours de néerlandais, donc au final, pour me tenir à niveau, c'était bien. Master en quoi? Master en le plus classique en fait, donc c'est justice civile et pénale qu'il y avait à Louvain. Ouais, il y a vraiment pas de surprise là-dedans. À ce moment-là, t'avais un métier goal en tête? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Je vivais la vie au jour le jour. Quoi? T'avais des rêves déjà? Moi, une petite fille, j'avais plein de rêves. Mon plus grand rêve, ça aurait été d'être styliste. Ah bah voilà, donc la mode. C'est les indices mode. Sur la deuxième partie, la deuxième casquette professionnelle. On est dans des indices. Stylisme. Je passais mon temps à dessiner des robes partout. Je m'étais dit dessiner des robes de mariée, mais quel rêve et tout. Donc je regarde. Je suis déjà mariée, hein, mais c'est pas grave. Je spot tout. Toutes mes copines qui se marient, j'envoie tous les magasins, toutes les photos, des inspi, des marques que j'adore et tout. Les pauvres, elles sont bombardées de trucs. Mais j'adore, passionnée par la mode depuis toujours. Mais bon, je dessine vraiment pas bien. Donc, j'ai vite passé à autre chose et faire la cambre ou autre à l'époque pour mes parents. Déjà, communication, ça n'allait pas. Alors, si j'avais dit la cambre, je crois qu'ils
il m'aurait flingué sur place, quoi. Et après le droit, vraiment, j'aurais pu me dire, bon, voilà, j'ai coché la case, je vais m'orienter vers quelque chose de plus artistique. Oui. Mais en fait, j'en avais marre d'étudier. Oui, j'imagine. Ça fait 5 ans, et moi qui mourais toujours de cette envie d'indépendance, j'ai toujours fait des job hôtesses, durant mes années d'études pour mettre des sous de côté, pour pouvoir vivre ma vie, d'aller boire mes petits drinks, d'aller au restaurant, d'aller m'acheter des beaux habits, tu vois, donc, voilà, il était temps de bosser, d'avoir mon salaire et de continuer un peu. T'as pas fait ton barreau? Non, pas du tout. Donc raconte-nous comment ça s'est passé en fait, la fin de tes études et puis après. Alors en fait, quand tu sors du droit, il y a déjà beaucoup d'élèves qui sont sûrs et certains qui veulent devenir avocats. Et donc c'est vrai que c'est des personnes qui ont déjà fait beaucoup de stages durant les étés dans des cabinets, qui sont déjà un petit peu profilés, qui ont commencé déjà à postuler quelques mois avant la fin de l'école, etc. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt en mode, je me ferais bien un petit working visa, petite Australie, ça m'a l'air un peu sympa. Donc j'étais tout à fait décalée. Je m'étais dit, ok, t'as tellement étudié, je me suis tellement bougée, etc. que maintenant c'était un peu time for me. Et en fait, mais pas du tout. Alors là, moi j'étais bénévole dans mon club de tennis à Liège pour l'organisation du tournoi annuel. J'adorais. Il y avait plein de gens, on se marrait comme des dingues. Super bonne ambiance liégeoise de tournoi. Et je bosse avec d'autres personnes parce que je n'étais pas du tout toute seule à faire ça. Et en fait, je travaille avec une certaine Brigitte, bénévolement, mais qui je l'aime de tout mon cœur, Brigitte. Et en fait, son mari Philippe avait une société à Liège qui cherchait une étudiante pour faire un petit job. Moi, je me dis trop bien. De nouveau, je saute sur l'occasion, vie en entreprise, parfait, 1 mois, petit salaire en poche, tant mieux pour mon working holiday visa parce que j'étais en train de préparer mon plaidoyer pour mes parents. Oui, c'était vraiment ça. Et en fait, j'ai commencé à travailler là-bas comme étudiant dans le département commercial. Et en fait, de fil en aiguille, il m'a proposé un CDD de 3 mois juridique et puis il m'a fait signer un CDI. Et en fait, me voilà partie, quoi. Me voilà juriste d'entreprise dans sa boîte à lui. Alors, c'était marrant parce que moi, Brigitte, bon, maintenant, je la connais vraiment très, très bien. Mais à l'époque, je l'avais vue vite fait une semaine dans ce club de tennis. Donc, c'est vrai que c'était un peu fou. Et puis, Liège étant Liège, Philippe et Brigitte sont devenus des super bons amis de mes parents. Et en fait, on les voit tout le temps. Et Philippe, donc le CEO, c'était mon manager direct. Oui. La personne la plus inspirante sur Terre. Il m'a tout appris. C'était un mentor, mais incroyablissime. Attends, et sa boîte, elle fait quoi? Je sais pas si tu l'as dit. À la base, non, je l'ai pas dit. En fait, lui a développé lui-même un programme de comptabilité qui s'appelait Bob 50, qui a révolutionné la Belgique. Et je pèse mes mots. Et en fait, il a été racheté par un groupe qui s'appelle Sage. Et en fait, c'est un énorme groupe international qui rachète à chaque fois dans chaque pays le leader. Voilà. Et en fait, du coup, lui, il s'est fait racheter. Il est resté CEO de sa boîte pendant 14 ans. Et puis, à un moment donné, il a actionné son parachute doré. Il est parti. Il a relancé une boîte avec ses fils qui s'appelle Horus. Incroyable pour la comptabilité des petits indépendants, justement, si jamais tu cherches quelque chose de simple et efficace. Tout à fait. Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais on reste en contact avec eux tout le temps. Ils nous ont invités au ski là, avec toute leur famille l'année passée, l'année d'avant, alors que j'étais enceinte puis avec un mini bébé. Enfin voilà, c'est devenu la famille, quoi. Oui, c'est des belles rencontres. Ouais. Du coup, toi, tu quittes cette boîte quand? À quel moment? En fait, lui part. Oui, mon cœur est brisé. Mon cœur est brisé. Je suis rattachée au service juridique français. Voilà, partie à Paris 1 semaine sur 2. Très chouette, hein. Mes premiers business travel. Je me retrouve dans des belles chambres avec des peignoirs et tout. Je suis ravie, dans l'absolu. C'est une super expérience. Mais je commence à travailler en droit français. Mes responsabilités s'amoindrissent parce que lui, il me faisait une totale confiance. Il n'avait pas le temps de s'occuper de moi toute la journée. Moi, je devais lui faire gagner du temps sur sa semaine, tu vois. Donc, on était vraiment sur une relation incroyable. Et là, je vois que mes responsabilités descendent. Je rencontre mon mari, qui du coup n'était forcément encore qu'un jeune garçon à l'époque. Et lui étant à Bruxelles, moi à Liège, du coup les trajets, etc. sont un peu chauds. Et je me dis, bon, il est peut-être temps de tourner la page. Lui n'est plus là, ça n'a plus de sens. Ma learning curve est vraiment en train de décroître. Oui, évidemment. Ou stagner, dis-moi. Ouais. Donc, vraiment, temps de réagir. Et donc, j'envoie un CV à Robert Half. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une boîte de recrutement, non? Ouais.
Et en fait, ils avaient un service juridique, donc je me dis avec un peu de chance, je vais envoyer mon CV et ils vont m'aider à trouver un job à Bruxelles parce que ne connaissant pas trop quelle boîte, quand, comment, et puis je travaillais quand même beaucoup, donc les trajets, etc. allaient être un peu compliqués. Et en fait, ils m'ont jamais présenté aucun client. Donc moi, j'ai envoyé mon CV, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai appelé. Trop marrant cette histoire. Donc j'appelle, j'ai une réceptionniste au téléphone et la réceptionniste me dit vous cherchez à joindre qui? Je dis mais écoutez c'est une bonne question. Moi j'ai juste envoyé mon CV parce que je veux travailler, mais je ne sais pas trop vers qui je dois me diriger. Et la réceptionniste me dit ah ça doit être Isabelle Masset, c'est la directrice du bureau. Et donc je dis bah super, passez-moi Isabelle. Et donc finalement j'ai la Isabelle qui me rappelle parce que forcément elle était occupée. Et elle me dit mais comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à moi? Et je suis là. Écoutez, je pense que c'était vraiment un coup de chance là pour le coup. Votre réceptionniste m'a gentiment donné votre nom et en fait, Isabelle de nouveau incroyable. Donc j'ai jamais été présentée à aucun client et me voilà recruteuse. Ah ouais, ils avaient besoin de quelqu'un et ils se sont dit go quoi. Faut te recruter. Oui, comme quoi, de nouveau, un coup de téléphone comme ça. Et t'as un job. Eh oui, donc j'ai passé 12 entretiens, ils m'ont donné le job. Je me suis dit pourquoi pas dans l'absolu, parce que je travaillais comme juriste, donc c'est vrai que quand tu travailles comme juriste, ben c'est très carré, c'est très structuré. T'as un peu des négociations de requins aussi, parce que tu protèges ta boîte, etc. Et l'aspect un peu plus contacts sociaux, sympathie, etc. me manquait un peu. Donc je me dis mais pourquoi pas en fait. Ouais. Quand t'es dans ce monde de recrutement, c'est vrai que t'as un peu deux casquettes, parce que t'as une casquette HR qui est vraiment du coup de trouver les bons talents, les développer, etc. Mais t'as tout en fait un côté commercial qui est aussi à développer. Ouais. Parce que tu dois développer tes candidats, tu dois les trouver, tu dois les convaincre de te faire confiance. Et pareil avec les clients. Parce que quand tu appelles les boîtes, tu sais que tu coûtes cher. Après, le service est là, mais tu sais que tu coûtes cher. Donc, il faut réussir à les convaincre de travailler avec toi. Ouais. Et c'est toute une histoire, quoi. Très juste. Ok, combien de temps chez eux? 4 ans et demi. Ah, quand même. Ouais. Donc, tu t'y plais, en fait. Ah oui, mais déjà, c'est une boîte qui était très, très jeune. Ouais. Très jeune, très dynamique, vraiment un work hard, play hard. Ouais. Et tu te rends compte à ce moment-là que tes collègues sont vraiment tes potes, quoi. Ouais. Mais c'est un peu cette image-là qu'on a du recrutement des boîtes tout comme ça. Fait. Ouais, et tu passes ta journée au téléphone tout le temps, donc t'es ultra connecté. Donc c'est vrai qu'à la fin, t'es un peu comme ça. un peu KO. Et donc t'as besoin de décompresser un peu. Donc ouais, un petit verre, 2 petits verres, une fête. Enfin, et puis c'est des sociétés aussi où on génère quand même pas mal de profits, parce que Robarev c'est une boîte américaine, donc il y a énormément de compétition. Donc on est poussé, tu vois. Tous les mois on recevait un scorecard avec qui avait billé le plus et tout. Donc c'est vraiment mentalité américaine. Mais en attendant, ils te chouchoutent. Je veux dire, en termes d'avantages à côté de ton salaire, les bonus, les événements. T'avais tout le temps des petits déjeuners, des déjeuners. Enfin, voilà, t'as vraiment tout un côté aussi très remerciant, en fait. Je me souviens, à un moment donné, j'ai atteint un certain palier d'argent, j'ai reçu un bracelet Tiffany. Enfin, tu vois, moi, on me donne la petite boîte bleue au bureau, j'étais là, c'est pas possible, mais c'est génial ici. Mais bon, voilà, après 4 ans et demi, c'est vrai que j'avais un peu envie de faire autre chose aussi. Oui, moi, c'est vraiment que ça faisait vraiment 4 ans et demi. En fait, c'est vite une cage dorée. C'est aussi vite une cage dorée, parce que quand t'es habitué à avoir tous ces gros bonus qui tombent, etc., parce que ton développement de clients va de plus en plus vite, tes clients ont fait confiance au fur et à mesure du temps, etc. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, il y a le Covid aussi qui se passe. Et nous, on n'est pas mis au chômage technique, temporaire. Oui, temporaire. Je sais plus comment ça s'appelait. C'est ça. Donc j'ai travaillé tous les jours. Tous les jours, j'ai travaillé. Mais quand t'appelles tes clients qui sont presque en pleurs au téléphone parce qu'ils doivent virer des gens qui veulent pas virer, c'est quand même une enfin, tu vois, en tant que société de recrutement, moi, à ce moment-là, tous mes calls, c'était de leur donner des conseils ou d'essayer de les aider ou d'essayer de trouver des solutions artistiques, farfelues, innovantes, je sais pas, mais tu vois, pour éviter bon, après, c'est une fatalité. Tu dois virer des gens, mais il y a des manières de faire aussi. Après, j'étais loin d'être une experte, hein. Moi, j'ai jamais viré personne, hein, dans ma petite carrière, c'est Jérôme Ralph réunis, mais je voulais les accompagner. Et en fait, à ce moment-là, plus personne ne crée du business. Donc là, tout d'un coup, tu sens qu'il y a une pression qui vient des États-Unis qui est folle. Ouais, j'imagine. Et ça, moi, ça a un petit peu heurté ma valeur. Les valeurs de l'humain, parce qu'on sent que l'humain est au centre pour toi. Ouais, vraiment fort, fort. Et donc, tu vois, j'étais plus à 100% en adéquation. Aligné, c'est ça. Ouais. Et je trouve que quand t'es pas aligné, c'est dur. Parce que moi, je suis plutôt passionnée dans mon job. Et si c'est plus raccord, ouais, tu vois, il y a un truc qui me dérange. Et ça peut pas me déranger très longtemps. Ouais. Je pars un peu du principe que si t'es pas heureuse ou s'il y a un truc qui marche pas, faut trouver une solution assez vite pour changer. Je te rejoins à 100%. Donc, je suis pas folle, ça va. non, mais au désespoir de mon mari, je suis assez...
comment dire, pas spontané, mais quand il y a un petit caillou dans l'engrenage, ça revient jusqu'au jour où ça peut plus revenir et là, je prends des décisions, c'est tout, mais. Mais oui, mais donc c'est pour toi. Et c'est très sain. Mais je suis désolée, mais on a raison. Je pense aussi. Faut rire. Ok, donc là, tu quittes. Donc en fait, je prospectais tout le temps des clients. En fait, c'est le jeu. Oui. Et je recevais du coup beaucoup de mails, LinkedIn, etc. Parce que je cherchais tout le temps des nouveaux clients. À un moment donné, je reçois un job de Bipost. Et je vois Campus Manager créer la fonction de A à Z, de vraiment mettre en place tous les liens avec les universités, coacher les jeunes talents, mais surtout créer ou revoir un programme de traineeship. Ok. Alors traineeship, ça vient des États-Unis. C'est un programme très particulier où quand tu sors de l'école, en fait, master en poche, tu peux faire un programme spécifique où tu fais des rotations dans l'entreprise à différents endroits. Et après tes différentes rotations, tu atterris sur le poste qui te convient, en fait, ce pourquoi tu repostules en interne. T'as un CDI au jour 1, pas de panique. C'est vraiment on recherche vraiment des graduates qui ont des intérêts super larges, qui sont curieux de tout et qui ont vraiment un beau potentiel, quoi. Et en fait, en les mettant à différents endroits, ce qu'on appelle un peu le break the silos, tu vois, ils peuvent aider, ils ont une espèce de communauté ensemble aussi où ils s'entraident, etc. Donc, tu vois qu'il y a des liens business qui se font et que il y a un peu plus d'amélioration de process, etc. Et donc, moi, je suis responsable de ça, encore aujourd'hui. Donc, je suis toujours chez Bipost. Bipost Group, d'ailleurs, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais on est 34 000 dans le monde. On vient en plus de faire l'acquisition d'un groupe français, Staci. Donc, on va passer à 37 000, je pense, ou 38 000. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités aux États-Unis, en Asie, Chine, tout ça. Donc, il y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais on a vraiment, je pense, aux dernières nouvelles, 46% de nos revenus qui sont générés en dehors de la Belgique. Donc, c'est beaucoup plus que juste, et attention, très important, mais nos facteurs qui livrent nos colis et nos lettres, quoi. C'est vrai que c'est l'image qu'on se fait de Bipost. Évidemment, mais tout à fait normal. Mais en fait, Bipost Group, c'est à peu près une quinzaine de sociétés. On fait énormément de gestion de stock. On a des filiales qui ont des accès directement dans les webshops des clients. Et donc, on gère le stock, mais on gère aussi le packaging, de mettre les commandes dans les boîtes et ensuite de les renvoyer vers les clients. Je savais pas qu'il y avait ce côté tout opérationnel chez Bipost Group. Ah oui, c'est une folie. T'as l'impression qu'on gère juste les colis et les lettres parce que c'est ce que tu vois au day-to-day. Mais à côté de ça, il y a beaucoup plus d'activités. Donc, on devient vraiment plutôt ce qu'ils appellent un e-commerce player, quoi, qui est du coup un shift vers plutôt tout ce monde e-commerce. Gestion warehouses, gestion fulfillment, etc., etc. Donc, c'est plus complexe que c'est qu'il paraît. Oui, tout à fait. Et donc, toi, tu vois cette annonce, tu te dis, bon, ça matche un peu avec mes aspirations, avec mon profil. Ouais, en fait, c'est tout créé de A à Z. Donc, cet esprit entrepreneurial que je recherche, mais dans le monde salarié. C'est travailler avec les jeunes talents. Quand je travaillais chez Robert Half, c'était aussi une de mes populations préférées. Je m'étais dit, quand moi je suis sortie des études, il y a personne qui m'a conseillé, tu vois. Et en fait, j'aurais bien aimé, moi, tomber sur une Elinor qui me dit, attends, ça c'est fort, ça c'est les possibilités, ça c'est ce qui existe sur le monde du travail. Si t'aimes plutôt ça, fais plutôt ça. Si t'as, je sais pas, tu vois, tous ces petits tips and tricks. Tu sors de l'INIF, t'as quoi, 21, 22, 23 ans. T'es complètement paumé, t'es trop jeune, tu peux pas décider à ce moment-là ce que tu vas faire pour toute ta vie. Et donc, je prenais beaucoup cette population à cœur, en essayant vraiment de donner des conseils. Et là, sur LinkedIn, je vois encore des anciennes candidates à moi qui grandissent dans les boîtes, qui sont toujours dans ces environnements-là et tout. C'est super gratifiant, quoi. Super gratifiant. Tu postules là, tu commences vite chez Bipost Group. Oui, du coup, j'ai envoyé mon CV. Je pense qu'en 48 heures, j'étais engagée. Pas compris. Ah ouais, ok, donc c'est un match parfait, quoi. Ouais, j'étais vraiment super surprise, donc trop chouette, très bonne expérience d'entretien. Je donne mon préavis chez Robert Half, mais là, il me demande de tout prester. Ouais. Donc, j'ai presté 6 ou 7 semaines quand même pour remettre tous mes dossiers en ordre, onboarder les autres, etc. Mais bon, voilà. Et donc, je termine chez Robert Half un vendredi et je commence le lundi chez Bipost. À ce moment-là, tu es pas encore maman? Non, je suis pas encore mariée? Je suis fiancée, je crois. Plus ou dans ces eaux-là. Et donc, tu prends tes marques chez Bipost Group. J'essaie de faire le parallèle avec ta vie familiale, mais surtout ta seconde vie. On va peut-être y venir maintenant. Je pense que je vais l'introduire maintenant. Top. Donc, tu possèdes également une entreprise familiale ou un business familial. Tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, en fait, on a lancé un webshop féminin et des ventes privées du coup de vêtements pour femmes avec ma sœur et ma maman. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on adorait passer du temps ensemble et on adorait faire des petites journées shopping. Alors certes, on n'était pas toujours d'accord sur les vêtements essayés par l'une ou par l'autre, mais on se retrouvait quand même sur certaines pièces. D'accord. Et en fait, on se rendait compte que, tu vois, parfois t'achètes un truc un peu sous le coup du « Ah, trop bien, j'adore cette couleur !» et puis en fait, ça te va pas du tout. Mais en fait, quand t'as un regard avec ta mère et ta sœur qui sont là, elles te disent « Mais non, mais pas du tout, tu ressembles à un triangle !» Et là, tu te dis, ah, mais attends, c'est vrai, merci, en fait. Bon, elles le font avec beaucoup de gentillesse, hein, c'est pas ça. Et en fait, parfois, on prenait même notre grand-mère avec nous, hein. Faut pas croire, hein. Donc, vraiment, petite journée ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte que ces moments, c'était vraiment des moments de qualité. Et on avait vraiment envie d'avoir une marque éthique. Donc, c'est vrai que la plupart des fabricants qu'on choisit sont des fabrications, des petites fabrications qui sont du bon côté de l'Europe. Parce qu'il y a plein de gens qui disent Europe, mais, on se doute que, je vais pas envie de dire que t'as deux types d'Europe, mais t'as des pays européens qui sont plus développés, t'en as d'autres qui le sont moins, et donc forcément t'as des usines qui sont un peu plus contrôlées et d'autres qui le sont moins, je pense. Donc nous on travaille beaucoup avec le Danemark, la Suède, l'Italie, la France, donc énormément de choses qui sont produites vraiment à côté de chez nous. C'était important pour nous dans vraiment cette optique de sustainability, parce que je pense qu'on va tous vers là de manière générale, et c'est important, tu vois, on peut plus maintenant se permettre de faire n'importe quoi avec nos achats compulsifs, je pense. Après, il y a aussi toutes les questions inflation, prix des vêtements, etc. Parce que forcément, quand on choisit ce type de fabricant sur des petites productions, les coûts des vêtements sont un peu plus chers. Après, quand tu vois entre nous les prix de ce qu'on peut acheter chez Bache, Mage, Sandro, Claudie Pierlot, etc., parfois c'est ahurissant comparé à ton vêtement qui est même pas en coton, tu vois, ou en laine ou en mohair, donc faut regarder un petit peu les matières plus nobles aussi. Mais donc voilà, ça c'était notre direction. Attends, la jeunesse du projet, la jeunesse du projet. Pourquoi, à quel moment vous dites les filles, je montrais bien une marque de vêtements. Enfin, qui lance l'idée? Donc le shopping, j'ai bien compris, ça fait partie de votre vie depuis toujours. Vous êtes toutes les trois très coquettes, j'imagine. Ouais. Attachées à vous sentir bien dans vos vêtements, bien dans vos baskets. Qui lance cette idée un jour de dire les filles, pourquoi on ferait pas une marque de vêtements? Alors, en fait, je pense que ma mère et moi, on a toujours parlé. Okay. On a toujours parlé parce qu'on a toujours fait notre shopping. On s'est dit, ça, on l'aurait bien fait comme ça. Ça aurait peut-être pu être coupé comme ci. Ou bien, c'est dommage qu'ils aient pas ça, mais plutôt dans ce genre de ton. Et en fait, on discutait déjà énormément. On dit, putain, le jour où nous, on lancera notre affaire, on fera ça bien. On fera ça mieux. Et en fait, je sais pas, c'était quelque chose qui traînait dans nos esprits. Et puis, du coup, quand je travaillais, donc mon premier emploi chez Sage, j'étais à Liège. Donc l'entreprise était à Liège, donc je vivais chez mes parents. Et en fait, du coup, j'étais avec ma mère tous les jours. Et un jour, on s'est vraiment regardé un samedi, on s'est dit, tu sais quoi, let's go, viens. On essaye de chercher sur Internet, on trouve des fournisseurs, des infos, des fournisseurs, on va voir. Et vraiment, sur un coup de tête, on s'est dit, ok, maintenant on lance. Et donc on est parti. Mais alors au début, trouver ton chemin, il y a 1000 choses. Et puis il y avait beaucoup de marques aussi qui travaillaient, on pense, avec énormément d'import-export chinois, etc. Donc au début tu te dis, oui, pour attirer une première clientèle, je vais peut-être avoir besoin de prix un peu plus modestes. Et puis tu te dis, mais on va pas ouvrir de boutique non plus, c'est pas dans notre ADN non plus de commencer à lancer vraiment un magasin, donc on va plutôt faire ça à la maison. Donc en fait, notre maison à Liège, c'est un peu un showroom, donc les gens peuvent prendre rendez-vous, venir à la maison, et ma mère est là en personal stylist à tourner entre les différentes tringles et tout pour faire essayer des choses. Et ouais, vraiment sur un coup de tête, on s'est lancé. Puis ma sœur était là, ok, moi aussi ça m'intéresse. Donc elle a aussi rejoint l'aventure en gros. Et puis mon père et mon frère, ils sont là un peu comme consultants externes là, tu vois, à donner une petite idée. Mon frère est super créatif en termes marketing, etc. Bon, il travaille dans des banques et tout, rien à voir. Mais c'est une star au niveau des idées et tout. Il est incroyable, il a énormément de talent, donc il nous donne un peu des idées de temps en temps. Donc de base, l'idée c'était plutôt de faire un petit stand, on va dire, pas vulgairement, mais je dirais vraiment à taille humaine chez vous. C'était plus l'expérience client qu'on voulait apporter aux gens. Tu vois, un peu un moment d'évasion comme ça, où tu viens avec ta mère, ta sœur, ta cousine, ta filleule, peu importe. Et tu viens passer un bon moment chez nous. Tu prends ta petite tasse de thé ou de café. Sympa. On parcourt le vêtement. Tu regardes un peu, t'essayes tout ce que tu veux. Tu repars avec rien. On s'en fout. On a passé un chouette moment. C'était un peu ça l'idée. En parallèle, évidemment, on a mis un webshop à disposition parce que tout le monde ne sait pas venir à Liège, à Sprimont, précisément, pour essayer des vêtements. Donc, on a mis un webshop aussi en place et on a une
page Instagram, puis on a commencé à avoir pas mal de followers aussi. Donc on s'est dit ok, pas mal, mais ça reste un truc tout à fait à taille humaine. Il y a que ma mère qui est en full time là-dedans. Et ça fait combien de temps ça? On a lancé ça déjà il y a 7-8 ans. 7-8 ans, ouais. Ça fait déjà un petit moment. Ok, c'est incroyable, c'est chouette, ça part d'une petite idée et en fait ça fait son petit bonhomme de chemin. Donc vraiment pratico-pratique, vous êtes allé voir des fournisseurs, acheter j'imagine un petit stock et de là vous lancez votre petite com et ça prend comme ça en fait. Aussi simplement on peut dire que ça. En fait il faut se lancer. Il faut oser le faire. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace. Un conseil que tu recommanderais si quelqu'un te dit j'aimerais trop aussi essayer parce que sur le retail maintenant on entend tellement c'est la réalité sans doute mais de difficultés à ce que ça soit rentable en fait. En fait c'est super difficile. Je pense que déjà nous c'est pas notre job premier. Enfin c'est le job premier de ma maman qui était déjà entrepreneuse avant, donc elle avait besoin de renouer avec un travail etc. parce que rester à la maison rien faire c'était vraiment pas son truc. Donc quand mon père a vendu ses business, elle a voulu relancer quelque chose. Donc ton père était il était entrepreneur, il avait des business qu'il a revendus. Ta maman travaillait avec lui et à ce moment-là, en fait, elle s'est retrouvée libre de son temps et elle s'est dit pourquoi pas quoi. Ouais, elle est assez dynamique comme ça, tu vois, donc elle aime pas rien faire. Ça va pas du tout. En te voyant, ça m'étonne pas qu'elle soit dynamique. Les chiens ne font pas du chat. Oui, je pense. Franchement, mais elle est incroyable. Ma mère, toute ma famille, c'est tous mes meilleurs amis. On est comme ça, c'est un rêve quoi. Je les aime trop. Mais donc moi le conseil que je donnerais aux gens en fait, c'est vraiment de miser sur une qualité parce que je pense que c'est ce qui manque beaucoup maintenant dans tout ce qui est fast fashion aussi. Les gens portent un pull, une blouse 3 fois et puis la jettent parce qu'il y a un trou, parce qu'il y a tous les fils qui sont décousus et tout. Donc, je dirais qu'un premier point important c'est la qualité et après c'est de fidéliser ses clients. Si t'as un service après-vente qui est au top, ça se passe super bien. Parce qu'en fait, les gens parlent pas très bien de ce qui se passe très bien. Mais les gens parlent très vite de ce qui s'est pas bien passé. Donc en fait, typiquement, ma mère pourrait envoyer le mauvais pull sans faire exprès ou une mauvaise taille. En fait, si la fille envoie un DM après en disant c'est trop petit, c'est trop grand, ou même si elle a envoyé la bonne taille, on s'en fiche, on va tout de suite réagir en mode ok, attends, voilà une étiquette de renvoi, ou attends, on a une fille qui habite là, un fils qui habite là, est-ce que tu peux dropper le vêtement quelque part, on te l'échange. Donc elle utilise vraiment même son réseau de copines et de vendeuses un peu partout. On fait aussi pas mal de ventes privées, tu vois, donc ces petits super événements, super très chouette. Et donc souvent on leur dit attendez, on a une vente dans un mois. Donc, on s'en fout du délai de retour, entre guillemets. On dit, on a une vente dans un mois. Venez, on vous l'échange contre ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que c'était une bonne fidélisation de tes clients qui passe par un service de qualité et des vêtements de qualité. T'es déjà en bonne voie. Et ta maman se dédie à ça? Parce que ça prend du temps. Le savez, on dit, ça prend énormément de temps. Énormément de temps. Parfois un peu trop d'ailleurs. Mais ma mère, elle est tellement, je sais pas, elle est tellement géniale en même temps, mais elle a tellement d'idées à la seconde que je pense qu'elle va pouvoir passer 1 heure avec la cliente qui veut échanger son t-shirt par téléphone parce qu'elle se marre et qu'elles font des connexions sur d'autres trucs, tu vois. Donc, je pense vraiment en time management, on pourrait la restructurer un tout petit peu. Mais pour le reste, elle est passionnée. Et qu'est-ce que tu veux? C'est aussi ça, la vie d'entrepreneur. Il faut être passionné, quoi. Oui. Et l'avantage, c'est que vous, en tout cas, vous avez un boulot à côté. Donc, c'est cette sécurité financière de se dire, j'ai une rentrée d'argent. Là, c'est un projet plutôt passion. Ouais. Donc, je m'octroie le temps de prendre ce temps-là avec mes clients. C'est moins un saut dans le vide que toi, par exemple, qui te dit à un moment donné, ok, je lance mes podcasts et je me lance à 100% et j'ai pas de filet de secours ou en tout cas, je me donne X temps, ce qui est admirable, quoi. Oui, mais ce qui m'oblige aussi à dire non, tu vois. Il y a même si j'aimerais passer plus de temps sur, disons, du SAV comme toi, mais c'est plutôt du mailing ou des gens qui souhaitent passer dans le podcast. Je n'ai pas le temps vraiment de Non, tu dois être efficace et rentable, en fait. Ouais, t'es obligé de faire des choix pour être rentable. Mais bon, bref, ça c'est un petit peu les complications du métier. Mais justement, est-ce qu'il y a un défi que vous rencontrez, par exemple, dans votre business? Il y a plein de défis. Tous les jours, ça doit être tous les jours. En fait, là, je dois dire, notre plus grand défi, c'est vraiment à chaque fois d'avoir des belles photos sur notre page Instagram. C'est notre vrai problème pour le moment. Alors du coup, on a fait une collab avec Estelle, que t'as reçue sur le podcast aussi. Exact. Premier épisode. Ouais, exact, que moi j'adore. On a fait un petit shooting avec Olympe à l'époque, incroyable. En plus, elle est d'une gentillesse. Ouais, okay. C'est fou. Et donc en fait là, elle était partie à Fuerteventura. Elle avait proposé à quelques marques de donner des vêtements ou autres ou des objets, peu importe. Elle a fait un shooting là-dessus. Donc maintenant, on a des photos méga pro
d'une mini capsule, hein. Mais on a envie de voir l'impact que ça fait, parce que ce qui se passe, c'est que ma mère, elle appelle des copines, on a des mannequins bénévoles, la mannequin elle repart avec sa fringue ou ses 2 fringues gratuites pour la remercier des 1 heure qu'elle nous a octroyée. Et après, c'est vrai que on s'arrête là et c'est ma mère avec son iPhone qui prend des photos. Donc voilà, je pense que là-dessus, on a un vrai challenge. Et vu que ma sœur et moi, on est très prises par nos boulots et vos vies respectives, et nos vies respectives, on a moins le temps d'organiser ça. Par contre, on avait aussi fait un shoot, par exemple, avec Pauline, que tu as aussi vu, dans un magasin design super stylé, Signe. Je sais pas si tu connais Signe. T'as Ligne et Signe, c'est aussi une copine à moi, Ouna. Incroyable. Donc, c'est vraiment des magasins design qui vendent toutes les plus belles marques. Donc, vraiment magnifique environnement pour faire des photos. Et j'avais pris quelques-unes de mes copines, on avait pris Pauline, on avait fait un shoot là aussi, c'était incroyable. Mais enfin, en termes de logistique, tu vois, c'est toujours un peu compliqué aussi, parce que c'est mieux que ce soit en semaine, du coup tout le monde doit un peu poser congé ou s'arranger, etc. T'as pas tellement envie de ranger tes copines tout le temps, donc voilà, on a de temps en temps des petits éclairs de génie comme ça. Mais après, à voir, est-ce qu'on continuera quelque chose avec Estelle ou avec un ou une photographe pro qui a envie de nous suivre aussi. Oui, ça peut être une belle collab aussi. Ça se fait aussi parfois. Hein, s'il y a une photographe amatrice qui a envie de se lancer, ça peut être aussi un bon film. Quand je vois Easy Close, on en parlait avec Pauline, c'est aussi une belle collaboration qui dure sur des années. Oui, tout à fait. Qui est bénéfique pour les 2 parties. Évidemment. Elle a un salaire récurrent qui vient. Eux, ils lui ont donné une DA qu'elle suit. Évidemment, c'est pratique. Hein. Et la confiance s'est installée. Ils savent ce qu'ils ont, comment ils l'ont. Évidemment. Donc voilà, plein de bonnes idées. On sait jamais si la vie met sur ton chemin une photographe qui écoute le podcast. Pour revenir un peu à toi, moi j'ai une question qui me taraude. C'est comment tu fais pour jongler entre ta vie de salarié, ta vie de chef d'entreprise et ta vie de famille? Ah, c'est une excellente question. Jeune maman. Franchement. Bon, déjà, j'ai de la chance, c'est que ma fille Olympe est adorable. Elle est vraiment pleine de vie, mais elle est super facile. D'accord. Donc, là, déjà, j'ai beaucoup de chance. Bon, je dis pas qu'elle a toujours méga bien dormi et que je suis toujours méga reposée, clairement pas. Mais je pense que déjà, ça aide d'avoir un enfant qui va à la crèche. Oui, qui va bien, sa santé va bien. Oui. Tu vois, parce qu'un enfant malade, exact. C'est plus compliqué. Oui. On a vraiment beaucoup de chance. Donc là, on est passé au travers de tout. Bon, quand même, faut pas minimiser. Oui, elle est constamment enrhumée avec la crèche, quand même. Ouais, on connaît. Je minimise pas, mais en même temps, je connais d'autres personnes pour qui ça n'a pas été si simple, et donc ça te fait vite relativiser aussi sur la chance que tu as, que ça se passe aussi bien, aussi facilement. Tu fais bien de le dire, ouais. Ouais, vraiment. Donc je reconnais la chance que j'ai là-dedans, tu vois. Vraiment très très fort. Et puis à côté de ça, j'ai un mari qui est juste trop marrant et incroyable aussi, avec qui on rigole beaucoup, donc ça donne aussi beaucoup de peps. C'est aussi quelqu'un qui est très dynamique, et donc je pense que le principal pour moi, c'est d'avoir une certaine organisation, mais on aime bien être désorganisé. Alors ça, c'est donc ça veut dire que la semaine, on va être beaucoup plus organisé, parce qu'il y a le boulot, donc il y a mon boulot classique full time, c'est récupérer Olympe de la crèche, c'est jouer avec elle un maximum, elle s'endort vers 20-21 heures. Mais du coup, elle dort aussi en général jusqu'à 8h, 8h30 le matin. Donc ça, c'est vraiment cool pour moi qui adore dormir. Mais du coup, c'est vrai que ma deuxième partie de vie se fait plutôt à partir de 21h, quoi. Donc après, si c'est pour chatter avec ma mère et ma sœur sur 2-3 trucs, ça reste des sujets qu'on adore, donc c'est pas très grave. Et puis on fait ça les week-ends aussi, quand on se voit, d'office que le sujet sérieux passe sur la table. Pas moyen de faire autrement. Mais donc voilà, ça nous fait aussi un temps de discussion. Avec une bonne organisation, je pense qu'il y a moyen d'accumuler les 3 pans de ta vie. Ouais, après tu sais pas tout faire. Je pense que avant d'avoir un enfant, j'étais vraiment super contrôle fric, quoi. Je voulais vraiment que tout soit organisé, tac tac, mon agenda il est planifié sur mes 4 prochains mois, je sais quand on a dîné, quand on a des sorties, quand on va à Liège, quand on va pas à Liège, etc. Maintenant, j'ai un peu lâché le truc. Je me dis, tu sais quoi, en fait, si ma maison c'est le bordel parce qu'on a eu un dîner, bah tant pis. Moi, donc je me suis un peu enlevé une dose de stress en me disant, en fait, on est tous en bonne santé, on est tous très heureux, on n'a pas de problème pour se nourrir, se loger. Partons de cette base-là déjà, tu vois, on oublie, parfois tu vois tous ces petits problèmes. Et donc moi, c'est vrai que j'essaie vraiment à chaque fois de me refaire un check. Ouais, tu vois, disant que l'essentiel est là, en fait. L'essentiel est là, j'ai de la chance, j'ai un mari. Tout le monde n'a pas un mari. J'ai un enfant en pleine santé, tout le monde n'a pas un enfant en pleine santé. J'ai des copines qui essayent de tomber enceinte, que j'aime de tout mon cœur, franchement, je meurs de leur douleur parfois, tu vois. C'est des choses qui sont vraiment très
Il faut vraiment, de temps en temps, revenir un peu à la base et de se dire que on a déjà beaucoup de chance avec ce qu'on a. Mais on parlait en off avant de commencer justement de visualisation, de manifestation, je pense que là-dessus on se rejoint aussi sur le fait qu'on croit fort au pouvoir de l'esprit, tu vois, et quand tu manifestes, tu travailles pour évidemment, mais je pense que c'est aussi un optimisme que tu as personnellement. En fait, tu sais, c'est gai d'être optimiste. En fait, ça t'enlève déjà une bonne partie de tes problèmes, je pense. Parce que si tu vois toujours la vie avec ton verre à moitié plein, c'est plus simple de passer au travers de ta vie que si tu vois toujours les choses négatives. Je pourrais te dire, ah non, ma fille, cette nuit, c'est allée en faire de 3h30 à 5, elle a pleuré, je sais pas ce qu'elle avait, j'ai pas dormi, je suis KO. Oui. Ou alors, je peux me dire, oh, tu sais, j'étais là, elle m'a fait plein de petits câlins, elle m'a fait des petits sourires, c'était quand même un petit moment de connexion qui était terriblement adorable, même si je suis un peu claquée. C'est pas grave, tu vois. C'est clair. Demain, c'est samedi, je peux dormir un peu si je veux. Je te rejoins. On avait évoqué en préparant l'interview de tout ce côté RH que tu as, dans lequel tu travailles maintenant, et je pense que tu as plein de bons tips et de bons tuyaux et de bons filons. Donc quand cet épisode-ci sortira, il y aura un épisode avec une avocate dans le monde du travail, spécialisée dans le travail, qui sera sur la chaîne. Super, quelle bonne idée. Mais néanmoins, elle aborde beaucoup le côté légal, et toi, t'as un côté aussi très humain, où en fait, au sein de l'entreprise, comment discuter avec ton patron, comment parler d'augmentation qu'on n'ose pas souvent demander, etc. On n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui dans cet épisode-ci. Néanmoins, si les auditrices sont intéressées par ton expertise de professionnel, on pourra refaire un second épisode. Donc, je vous laisse mettre en commentaire sur les réseaux sociaux, sur cet épisode-ci de podcast, si oui ou non ce topic vous intéresse. Bien sûr, bien sûr. Le temps avance, c'est déjà 45 minutes d'enregistrer, donc j'aimerais passer à des petites questions signature d'audace. Je vais d'abord te demander comment tu te reconnectes à toi. Ah là là, l'éternelle question, je pense, de réussir à avoir vraiment un moment pour te reconnecter à toi-même. J'étais une grande fan de yoga et pilates. Ouais. Bon, là, j'arrive plus à l'insérer dans ma routine, mais c'est vraiment mon objectif du mois prochain. Je veux vraiment m'y remettre. Il est temps, quoi, tu vois. Et en fait, je me rendais compte que quand je faisais ce yoga ou ce pilates, ma tête était vide. Donc, j'étais vraiment sur un gros focus de j'ai mal, je suis mal mise, attention, faut que je tienne, attention, la prof me regarde, attention. Et je me dis que tout ça, tu vois, ça me faisait vraiment me reconnecter à moi-même. J'essaie aussi d'avoir des petits moments. Genre, je suis aussi une grande fan de bain. Je sais qu'il y en avait quelques autres aussi dans le podcast. Beaucoup. En fait, c'est un moment un peu privé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ta douche, tu la prends en 2 secondes 50, ton enfant est déjà réveillé, tu l'entends pleurer, t'es là, je me grouille, tu vas te dire une fois par semaine, ok, pas grave, shampoing sec, pas le time, etc. Alors que si t'es dans ton bain, c'est vraiment juste pour profiter 2 secondes, quoi. Donc, ça me fait de rire parce que du coup, dans cette maison, on a un bain à bulles qui était acheté par les anciens. Mais ça aurait été mon rêve. Mon mari ne m'aurait jamais laissé de ma vie acheter un bain à bulles pour une salle de bain. Donc là, j'étais ravie. Donc franchement, là, c'est vraiment mon me time, genre petite lumière tamisée, potentiellement une petite série, un petit livre, un verre de vin, peu importe le setup. Mais vraiment, il y a les petites lumières, les petites bulles, les petits jets. Moi, tu me laisses là, je suis refaite, quoi. Et 15 minutes chrono, c'est ok, hein. J'ai pas besoin de rester 2 heures, mais juste ces 15 minutes-là, je compte pas de bruit, ma bulle, bonheur, quoi. Je comprends 100%. J'avais une question qui m'est venue à l'esprit pendant que tu parlais. Pourquoi We Love Serious? Pourquoi ce nom? Ah, très bonne question. En fait, ma petite sœur s'appelle Sixtine. Ma maman s'appelle Roxane. Et moi, je m'appelle Elinor. Donc, on s'était dit, bon, bah, on a le S, le S, le E, le R. Et on essaie de trouver une combinaison qui fonctionnait. Et en fait, à un moment donné, on trouvait que Sirius, le petit Yous à la fin, ça n'est plutôt bien. Et puis, bah, du coup, en anglais, il y avait pas mal de petits jeux de mots. Si tu voulais dire, are you curious? Are you serious? Tu vois, on était un peu, parce qu'on se prend pas du tout au sérieux non plus. On se disait, bon, bah, tout ça peut faire un mix. Et alors, le We Love, oui, c'était pour vraiment dire, aimez-vous, aimez-nous, aimons-nous tous ensemble, tu vois, c'était un peu cette idée. Donc c'est vrai qu'on essaie de faire des petits jeux de mots, genre We Love Serious, We Love Sales quand c'est les soldes, We Love Roland Garros. Ma mère avait été à Roland Garros, je sais pas, tu vois, des trucs un petit peu sympas, mais bon, on n'est pas encore très doué sur notre direction artistique, etc. Donc on doit vraiment faire un effort pour notre vitrine. Mais tu vois, je trouve ça gai, c'est une marque comme ça, vous prenez pas la tête.
Ah Tu non, vois, là, tout pas n'est du pas tout. genre pensé, visualisé sur les 10 ans à venir. En fait, c'est plutôt genre au jour le jour. Ici, aujourd'hui, on est comme ça. Demain, ça changera Ouais, peut-être. Et j'aime bien cette approche-là. En fait, tout à fait de rendre le différent, ouais. truc un peu moins... Calculé. Ouais, Ouais. Non, on ouais. est vraiment sur quelque chose de un peu brouillon, authentique, tu vois. Ça nous ressemble, en fait. Ouais, c'est un peu ça dans l'idée. On n'a pas vraiment voulu faire un plan à 5-10 ans. Notre ambition, c'est pas de devenir C'est multimilliardaire ça que j'allais te dire. demain. Il faut quand même être rentable. Ouais. Il faut être... Oui, bien sûr. Sinon, ça sert à rien de enfin, ouais, sinon, faut être on va honnête. faire du bénévolat, Ouais, alors, tu c'est vois. ça. C'est pas du don, mais non Non. plus, on sent que la rentabilité n'est pas là. Enfin, c'est pas votre drive, quoi. Non, pas du tout. En Parce tout que cas, je je le pense qu'on ressens n'a pas comme ça. jamais été comme ça. En fait, moi, je fais un mini bond avec ma casquette HR. Ouais. C'est qu'en fait, très souvent, les gens sont là, ah, je suis pas assez bien payée, ah, il faudrait absolument que j'ai un plus gros salaire pour ci, pour ça, pour ça. Je suis tout à fait d'accord. Attention que on travaille pour vivre, on vit pas pour travailler. Donc, c'est normal. Je pense que si tu gagnes alors 1 million demain, tu vas potentiellement continuer les podcasts, mais tu ferais plus ton ancien job, par exemple. Et en fait, dans cette optique-là, il faut aussi se dire que qu'est-ce que c'est 200 € net de différence? Parce qu'attention, souvent, tu as des bruts où tu vas aller signer dans une autre boîte pour 200 € bruts de plus, qui en fait, au final, dans ton salaire, ça va ressembler à 2 cacahuètes et demie. Et en fait, tu vas être dans un nouvel environnement qui va peut-être être plus challengeant, tu vas peut-être moins te plaire, tes collègues vont peut-être être moins chouettes. Peut-être plus loin de chez toi. Oui, peut-être plus loin de chez toi. En fait, parfois les gens ont juste le salaire en tête, mais on se rend pas compte que maintenant tu as beaucoup plus d'éléments qui doivent jouer dans ta décision. Le bien-être, l'accompagnement. Je parlais tout à l'heure de Philippe, mon mentor. Ben, ici, j'ai la chance aussi chez Bipaz d'avoir un manager qui est épatant et qui m'a vraiment énormément challengée. Moi, je sais que j'ai besoin de ça. Donc en fait, je vais pas partir pour une question d'argent. Par contre, je pourrais partir pour une question de work-life balance, pour une question de oui, je sais pas, si l'ambiance était terrible, tu vois, des choses comme ça qui m'affecteront plus particulièrement. Mais faut pas croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Maintenant, d'un autre côté, il faut pas trop rester en position de confort non plus. Je pense que c'est gai. Enfin, en tout cas, attention, il y a des gens qui adorent rester dans des positions confortables et ils aiment bien avoir leur routine, le day-to-day qui est classique, qui savent où ils mettent les pieds. Après, c'est chouette aussi de se challenger. On a un peu qu'une seule vie aussi. Bon, on travaille longtemps hein, quand même dans nos pays, mais à côté de ça, ça va quand même assez vite aussi. Hein. On passe Donc vite tu les penses caps. que ton entreprise à côté, enfin ce que tu développes aussi à côté, ça fait partie de ça, un peu challengeant, d'avoir ce côté un peu moins sécure en fait. Oui, tout à fait. Moi, je me nourris vraiment de challenges et d'opportunités. Ça nous permet de réseauter, ça me permet de rencontrer des gens. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup, qui me donne énormément d'énergie. Donc en fait, on continuera toujours ce business, je pense, tant que ça va nous donner de l'énergie et du plaisir, en fait, tout simplement. Avec un minimum de rentabilité aussi. Parce que fait sens. Tu vois, si tu quittes ton emploi et que tu as besoin d'argent et que tu lances ton business, ça doit être rentable. Après, ça ne le sera pas tout de suite, ça c'est clair. Mais ça doit être rentable à un moment donné, sinon ça va pas. Pas tenable. Tu penses un jour te consacrer à Wheel of Serious? J'y ai pensé. Franchement, j'y ai pensé et je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver. C'est gai d'être son propre patron, je pense, ici à un certain moment. Bon, j'avais beaucoup aimé l'épisode, je pense que c'était Alicia qui avait expliqué qu'en fait, les gens se disent entrepreneur, liberté, incroyable. Eldorado, Grasse mat, je fais ça, je fais ça, je vais aller me faire mon petit yoga de 11 à 12, je m'en fous. En fait, c'est aussi très restreignant et c'est beaucoup de pression et tu dois réfléchir à tes nouvelles idées et si tu fais rien, il se passe rien. S'il se passe rien, il y a pas d'argent qui rentre et du coup tu commences à t'endetter fortement. Donc en fait, c'est gai, je pense, d'être d'abord salarié dans un premier temps pour comprendre un peu comment structurer, comment fixer des objectifs, comment travailler en fait, parce que ça s'apprend le travail. Oui, la méthodologie, de fixer des KPI, fixer des targets clairs. Tu vois, de savoir comment tu fonctionnes, est-ce que tu dois te mettre des moments de focus dans ta journée, est-ce que tu fais des liens avec toutes tes Oui, le deep work, oui. Mais non, mais moi j'adore, c'est pour ça que j'interviewe toutes ces personnes, parce que j'adore voir le fonctionnement, je pense qu'on apprend de chacun et en effet, il y a plein de bons conseils qui sont donnés. Oui, donc si t'as déjà un peu cette structure, après t'as des gens qui sont déjà ultra structurés post-études ou même sans études, attention, hein, tout le monde n'a pas besoin de faire des études, loin de là. Oui. Mais je pense que moi j'aurais eu besoin de ce cadre avant de partir, parce que je serais partie dans tous les sens. Oui. Pourtant, t'es fille de parents entrepreneurs. Oui. Et à succès, hein, tes parents ont eu un beau succès. Comment eux ont construit leur vie et leur travail?
Mon père, quand j'étais jeune, travaillait jour et nuit. Oui, c'est ça. J'allais dire, est-ce qu'il y avait un bon work-life balance? On parle tellement maintenant d'équilibre de vie entre vie pro, vie perso. À l'époque, il y avait moins de questions. Rien du tout. Mon père, il arrivait, il mangeait avec nous, il repartait travailler. L'usine était juste à côté, l'atelier était juste à côté. Mais franchement, pour nous, enfants, c'était un peu... quand j'étais toute petite, je me rendais pas trop compte, mais je me souviens qu'un jour, mon père m'a dit t'es vraiment une chouette fille. En fait, je te connaissais pas vraiment. J'ai vraiment appris à te connaître ces dernières années. Et là, moi, la dégringolade. Mon père, ce héros qui en fait me connaissait pas, tu vois. Donc j'ai été fort piquée. Je pense que lui le disait avec tout l'amour du monde, tu vois. Et moi, j'étais là. Ah, mon père, mais c'est vrai, il était jamais là. Donc tu t'en rends pas fort compte, mais en même temps, les moments avec lui étaient tellement précieux. On jouait au tennis, mon frère et moi. De temps en temps, il venait voir un hommage de tennis, mais on était comme ça. On jouait 10 fois moins bien parce que mon père était là quand s'était mis une pression de malade. On avait peur qu'à tout moment, il parte parce qu'on jouait trop mal. Mais tu vois, c'est vraiment... Ouais, après, tout ça a bien changé. Hein. Oui, bah oui. Mais c'est vraiment des sentiments d'enfant, tu vois, qui restent à un moment donné. Et je pense qu'il nous a toujours poussé à faire du mieux qu'on peut. Donc, il nous a toujours poussé. Ce que j'ai vraiment fort apprécié parce que moi, j'aurais eu tendance à être plus dans, je sais pas, l'artistique. Je dirais pas le fainéantisme non plus, mais vu que j'avais plein d'idées à la seconde, etc., j'avais peut-être besoin un peu qu'on me pousse pour être plus cadré. Donc, le droit, ça m'a aidé. Mon père, ça m'a aidé. Bon, voilà. Tout ça, c'est, je pense, des choses il faut se rendre compte que si t'es entrepreneur et que t'as des enfants, tu dois aussi faire des sacrifices à un moment donné et t'as pas le choix, tu peux pas tout faire tout le temps. Et bon, après, t'as peut-être une idée géniale pour laquelle tu vas pouvoir t'investir à minima et pouvoir garder cette qualité de vie avec tes enfants. Mais il faut aussi, alors je pense, un partenaire sur lequel tu peux compter d'une manière ou d'une autre, sinon ça devient vraiment intense. Mais je pense que chacun peut trouver sa manière de faire. Il faut se poser les bonnes questions, mais il faut savoir à quoi s'attendre aussi. Ta charge mentale, elle est comment? Ça dépend des moments. Franchement, ça dépend des moments. Il y a des jours où j'ai juste envie de pleurer toutes les larmes de mon corps et balancer mon ordi par la fenêtre. Il y a des jours où je me sens hyper bien et où tout roule. C'est vraiment les montagnes russes, je pense. Après, j'ai pas encore lancé quoi que ce soit par une fenêtre ici. Restons cool. Mais je dois dire... c'est pas toujours évident. Je pense qu'on est dans une société qui nous pousse énormément sur plein de choses. Tu veux être une bonne mère, tu veux être une bonne épouse, tu veux manger sainement, tu veux être en forme, tu veux faire du sport, tu veux t'occuper de ta fille. Tu vois. Ouais. À un moment donné, tu peux pas être à 10 sur 10 sur tout. Donc il y a des moments où je suis à 3 sur 10 sur la bouffe. On passe chez le traiteur, on a acheté une semaine de repas. Voilà, ça arrive, tu vois. Je pense qu'on fait comme on peut. T'es indulgente, toi, avec toi-même? Je l'étais pas du tout avant, mais je pense que depuis que j'ai Olympe, je le suis beaucoup plus. Parce que je me rends compte qu'en fait, du moment que allez, pour moi, maintenant, la famille, c'est le plus important, tu vois. Toute ma famille, j'ai des valeurs familiales, elles sont ultra poussées. Moi, j'ai besoin d'être avec ma famille. On est une tribu, on est un clan, j'ai besoin de mes copines. C'est vraiment très, très, très important pour moi. J'ai besoin de me débrouiller. Enfin, j'ai besoin de sentir une débrouillardise dans mon travail aussi. Donc, tout ça, c'est un peu ce que je sais. Et en fait, je me rends compte que, bah oui, parfois le travail, ça va très bien, parfois ça va moins bien. Mes copines, parfois je les vois beaucoup, parfois je les vois pas du tout assez. Pareil pour ma famille. Et en fait, maintenant, j'ai un peu let it go. Et je vois un peu comment ça vient. Et tout ce que je sais, c'est que si je suis un peu plus triste, je vais me dire, OK, pourquoi je suis triste? OK, j'ai plus vu mes copines depuis longtemps. OK, maintenant j'envoie un message à mes copines. On fixe une date, on fait une fête, tu vois, ou un dîner, ou peu importe. Ou si ma famille me manque, j'appelle ma mère, je dis, faut que tu viennes. Genre, viens, s'il te plaît, tu vois, et tu trouves des solutions, quoi. Comment t'arrives à équilibrer avec ton mari? C'est quoi, répartition des tâches? Comment vous fonctionnez? Oui, mais en fait, chacun fait ce qu'il peut quand il peut. C'est vrai que... On n'en a pas beaucoup parlé, mais ton mari est aussi très occupé. Ouais, il travaille beaucoup. La valeur du travail chez vous est importante. Hein. Oui, hyper fort. On se retrouve beaucoup là-dessus, donc on s'auto-coach et on se donne beaucoup de conseils. Parce que moi, un jour, je vais être sûre de moi, le lendemain, je vais avoir un syndrome de l'imposteur plus. Lui va me dire, mais non, mais pas du tout, mais t'as fait ça super bien, tu vois. Donc, il y a un peu des liens à faire. Et puis, lui, n'ayant aucune formation ni HR ni juridique, je peux parfois l'aider aussi sur 2-3 trucs pour son boulot à lui. Donc, on s'entraide énormément. La valeur du travail est très forte, donc c'est gai parce qu'on se retrouve là-dedans et on peut avoir des discussions, des débats endiablés pendant des heures. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'être vraiment la priorité de l'un de l'autre.
Donc Comment on va... Comment vous faites? Je pense que notre agenda social est déjà beaucoup plus léger qu'avant. Tu vois, avant, on faisait énormément de choses, ou l'un ou l'autre de notre côté. Maintenant, on essaie vraiment de faire des trucs à deux. On essaie vraiment d'avoir tous les week-ends d'office un soir, nous deux. Oh. Donc babysit ou garde de famille ou... Ouais, alors souvent, c'est à la maison. Mais du coup, Oui, c'est ça. on va se prendre un bon petit plat, Oui, ok, on va ok. s'ouvrir une chouette bouteille de vin, tu vois, des trucs un peu... Oui, lui, vous il est créez plus l'événement, bière quoi. que vin, Vous créez le moment. on se crée un moment. Et en fait, franchement, et ça c'est vraiment trop gai, c'est que mon mari et moi, tu nous mets dans une voiture pendant 8 heures d'affilée, on n'arrête pas de causer. Donc on a toujours des trucs à se dire, on a toujours des sujets de conversation, on a toujours envie de débattre. Et donc en fait, on n'a pas besoin de grand chose. Nous, un bon repas, nous deux, potentiellement un chouette petit film, une petite série, un truc, on est ravis, enchantés, quoi, tu vois. On n'a pas tellement besoin d'être au resto pour être heureux, quoi. Après, je dis pas que c'est important aussi, évidemment, de sortir un petit peu de chez soi, évidemment, mais c'est pas ça le plus important pour nous. Quelle est ta relation avec ton image, la nourriture et l'argent? Alors, bon, de base, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé, donc c'est vrai qu'au niveau de ma relation à l'argent, je pense que j'ai une relation saine dans le sens où j'essaie toujours d'avoir de l'argent que je mets sur mon compte épargne, etc. Donc pour avoir toujours un coussin de sécurité, je dirais. Pour le reste, bah voilà, je travaille beaucoup, donc forcément j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Et je trouve qu'à partir du moment où t'es un peu organisé sur tes dépenses, tout va bien. Donc là, ça roule. À mon image, quand j'étais plus jeune, j'avais tellement peur du regard des autres. J'étais tellement là à me dire est-ce que je dis bon bien, est-ce que j'ai mis la bonne robe, tu vois, je quittais Liège, j'arrivais à Bruxelles, c'était aussi beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, donc j'étais vite stressée. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me prenait tellement la tête que du jour au lendemain, j'étais là, en fait, c'est quoi? Je m'en fous. En fait, t'as beau penser que je suis trop grande, que je fais trop de bruit, que je suis trop grosse, que je suis fou. En fait, c'est pas grave parce que moi, je suis heureuse comme je suis. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mon boulot, je m'épanouis dans tout ce que je fais. Et donc, en fait, ça vaut de l'or. Et toi, tu pourrais te dire que ça, c'est pas bien, ou ça, c'est pas bien, ou ça, je le fais pas bien, ou ça, j'aurais pas dû. Mais en fait, j'ai pas le temps de me préoccuper de ça avec tout ce que j'ai déjà à faire et à penser. Donc, j'ai vraiment réussi à caser ça vraiment dans un coin de ma tête et j'y pense plus. Et en fait, je suis très heureuse comme ça. Parce que tout le monde a toujours quelque chose à redire sur tout le monde. Tu vois, Oui, bien sûr. Moi, je te rejoins à 100%. Je te laisse parler, mais je te rejoins à 100%. Mais c'est vrai que je réfléchissais comme t'es tellement coquette, apprêtée, que t'aimes la mode, les vêtements, tu vois, l'image. Ouais. L'image de toi que tu renvoies aux autres. Et en fait, là, je t'avoue que je suis maquillée. J'étais finalement chez le coiffeur pour avoir un me-time après 6 mois, donc j'ai encore mon brushing qui a tenu. Mais sinon, je crois que je me maquille peut-être 1 ou 2 fois par semaine, max. En général, c'est petit sérum, petite crème hydratante, ça. Bon, de temps en temps, je mets les petites gouttes Clarins, là, tu vois, dans d'autobronzante pour avoir un peu bonne mine. Mais sinon, je suis très rarement maquillée, en fait. Je suis très, très souvent habillée en jean basket. C'est vrai que nos collections sont un peu sport chic comme ça chez We Love Serious. J'allais dire à l'image de la marque. Ouais. Confortable. Pratique. Ouais. Éthique, confortable, pratique et mignon. Ouais. Tu vois, ou quand tu galères pour aller au taf et que tu sais pas ce que tu dois porter, on a une tonne de petits chemisiers ou de petites robes qui sont juste classiques, chic, normales. Qui passent bien, toujours. Qui passent bien. Alors tu choisis, tu le mets avec des baskets, t'as ton bikini en dessous, tu vas à la plage. T'as une réunion, tu mets un blazer et des petites sandales. Différentes approches, tu vois. Et donc on a dit... Ah oui, j'ai pas dit corps, pardon. T'as pas dit la nourriture. Ah oui, alors la nourriture. Alors moi, c'est une catastrophe parce que je suis ultra gourmande. Étant donné que je faisais beaucoup de sport avant, j'en fais plus. Donc à l'époque, je pouvais manger tout ce que je voulais, je prenais pas un gramme. Tu faisais quoi comme sport? Fort changé. Alors à l'époque, je faisais du tennis, puis j'ai fait du hockey. Tennis beaucoup quand même. Du hockey, j'avais fait beaucoup de yoga, pilates. J'étais au David Lloyd, j'adorais. Enfin voilà. Puis je suis tombée enceinte. Forcément, j'ai pris quelques kilos. Bon, après, j'ai toujours été plus pulpeuse que la plupart. Hein. Je vais pas trop me le cacher. Bon, à l'époque, j'étais très mince, mais plus du tout le cas. Et là, du coup, grosse crise parce que je vois, tu vois, chaque année, ce petit kilo en plus là. Et je me suis dit, ça, non, là, c'est mort, quoi. Tu vois, il y a un jour où t'es devant ton miroir et tu fais non. Genre, impossible pour moi d'aller à un barbecue avec des copains
et d'oser mettre un pied dans la piscine. Je me dis attends, c'est horrible en fait comme situation, mindset, tu vois. Et donc je me retrouve à prendre un dessert, je me dis ah non, tu vois, c'est pas une bonne idée. Et donc je culpabilise d'avoir pris un dessert, j'ai plus envie de ce mindset. Donc comme je te disais en off là, j'ai commencé une super cure. C'est la meilleure des vendeuses pour la cure. Tu peux le dire. On peut dire les marques, il y a pas de souci. Ça peut aider plein de femmes ou d'hommes. Trop chouette. Oui, mais c'est aussi pour les hommes. En fait, il le fait ton mari? Non, du coup, mon mari, ça, pour jamais de la vie, il m'enverra toujours sur les roses. Mais j'ai une copine qui a commencé avec son mari, parce que son mari a un challenge sportif, en fait. Okay. Parce que en fait, donc, explique la cure. C'est une cure spéciale que tu fais pendant 1 mois. Et pendant 1 mois, en fait, tu vas avoir un ajout en fait nutritif très spécialisé. Donc en fait c'est une histoire de shake. Vous allez me dire comme d'hab, toujours des shakes et tout, mais franchement ils sont pas si mauvais. Non, c'est pas so shake. Et en fait du coup tu peux prendre un shake le matin avec un complément alimentaire, un shake le midi avec un complément alimentaire, et le soir c'est ton dîner normal. Une fois par semaine, tu fais aussi une journée de jeûne où tu as une solution spéciale liquide qui a une espèce de ice tea pêche qui est franchement délice. Et c'est censé aider à libérer toutes les toxines qui sont sur ta sangle abdominale. Franchement, au-delà du fait que ça t'aide à perdre quelques kilos parce que ça régule, et forcément, vu que tu fais 1 mois de cure, tu fais un peu plus attention, je pense, à ce que tu manges le soir ou tes quantités. Moi, les shakes, ça m'a permis de diminuer un peu mon appétit. Donc ça, c'est pas mal. Et un peu de saccader mes repas sur la journée, exactement. Oui, parce que tu peux dire les résultats sont là. Oui, alors en fait, en 3 semaines, j'ai perdu presque 4 kilos. Ça vacille toujours entre -3 et -4 et tout, mais donc je suis trop contente. En tout cas, c'est un bon boost. Ouais. Même mental, j'ai envie de dire. Hyper fort, parce que t'as besoin un peu de voir ce chiffre qui descend vite. Oui. Mais au-delà de ça, et ça c'est vraiment en fait le point le plus important, parce qu'on pense toujours poids, mais en fait je me sens en forme. Un truc de malade. Ce que j'avais vraiment plus, tu vois. Un peu de subir ta journée ou un petit coup de pompe où t'as tout le temps l'impression que tu vas chercher ton espèce de deuxième jauge d'énergie, là. Je sais pas si tu vois je vois très, très bien. Truc où t'as l'impression que t'es vidé et tu fais, allez, je dois quand même aller vers ça et ça. Et en fait, du coup, avec cette cure-là, depuis 3 semaines, je me sens méga en forme. J'ai l'impression que vraiment, tout mon organisme, et c'est le but, hein, donc c'est des shakes nutritifs, donc c'est pas des shakes protéinés ou autres où tu dois faire du sport pour aller nourrir tes muscles et perdre ta graisse. C'est vraiment nutritif, donc ça t'apporte vraiment tes besoins nutritifs. Donc en fait, tu refais un stock de toutes les vitamines, de tous les minéraux, de tous les acides nécessaires, etc. Donc bon, après, j'ai 2-3 copines qui ont commencé la semaine passée. Et là, du coup, hier et avant-hier, on a fait les petits comptes rendus post 1 semaine. Okay. Et elles étaient toutes sur le même avis, quoi. Okay, donc, il y en a une qui a pas tellement perdu de kilos, mais elle m'a dit, par contre, je me sens super en forme. Ouais. Donc, elle me dit, là, je vois un changement. Elle a aussi 2 petits, donc elle me dit, allez, ça fait du bien, quoi, de se sentir en forme. Il y en a une qui vient d'accoucher, donc elle, c'est une histoire de kilos de grossesse qu'elle a aussi envie de perdre. Alors, vu qu'elle allait encore, elle fait un demi-reset, en fait, ce qui est aussi possible. Et mon autre copine, c'est aussi parce qu'elle a accouché et qu'elle voulait reprendre un poids de forme idéal. Mais bon, elle est déjà magnifique, et voilà. Et c'était aussi pour ses performances sportives, parce qu'elle fait beaucoup de sport. Et elle m'a dit qu'elle avait remarqué, avec sa montre, etc., qu'elle avait vraiment fait une bien meilleure performance que depuis des mois. Bien. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc. Le nom de ce miracle? Alors, la société, ça s'appelle Isagenix. Oui. Et la cure s'appelle, celle-là, c'est la cure Reset. Parce qu'ils ont aussi des cures de collagène. Ils ont aussi un truc spécial pour les sportifs. Mais si vous voulez plus d'infos, Chloé mettra mon petit nom Instagram ou quoi dans les commentaires, et je serai ravie. Parce qu'il y a aussi un lien avec une kiné nutritionniste. Moi, c'est aussi pour ça que je le faisais, parce que j'avais besoin d'avoir un peu quelqu'un qui me cheer up, qui me suive et tout, en me disant comme ça, je suis pas lâchée dans la nature, à me dire un jour, tu sais quoi, je me suis fait un brownie, maintenant j'arrête, quoi. Tu vois, le truc du, à ce moment-là, c'est bon. Tu sais le nom de ta kiné? Elle s'appelle Caroline. Ouais, c'est ma kiné. Ah, mais non. Ma kiné postnatale, elle est exceptionnelle. Elle est triathlète de haut niveau. Ah oui, tout à fait. Oui, alors là, j'ai son nom, je suis désolée, Caro. C'est pour ça que j'étais là, Caroline. Non, ah oui, mais voilà. Ouais, non, je la connais très bien. Elle a fait mes deux post-accouchement. Elle est très, très, très douée. Ah, mais voilà. Mais donc, c'est elle qui fait le suivi. Je mettrais, et elle est top. Vraiment, elle est top. Elle est triathlète. Elle a un corps de dingue. Oui, c'est next level. 4 enfants. Ouais. Et elle leur donne la cure à tous. Oui. Tu vois? Et donc, ils sont tous triathlètes, dont triathlètes pro sont plus grands. Non, c'est eux, c'est une famille de dingue.
Donc voilà, oui, Cabro, je recommande à 100%. Ah oui, voilà. Écoute, je valide. Le monde est vraiment petit, ça. Ouais. J'adore. Ouais, mais j'adore. Elle est très douée si vous voulez kiné pré et postnatal. Donc moi, elle m'a refait mon travail du périnée et il faut le faire. Il faut absolument faire son travail du périnée et elle est extrêmement douée. Ah oui, ma super pote Lumila, elle l'a aussi suivie et tout. Elle était super contente. Ah, génial. Ouais, génial. Vraiment. Elle est très douée. Ok, bon, le temps avance. Donc on va finir avec des petites questions et après je te laisse tranquille. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à des personnes qui partagent ta vie? Mais qu'est-ce que je l'aime. En 2 mots. Je t'aime trop, big up. Non, vraiment, c'est un cœur. On forme une super équipe. Mais vous avez l'air de bien beaucoup, parler et de communiquer, tu vois. Ça se sent quand tu t'en parles. Oui, mais franchement, je sais même pas comment j'ai eu la chance de rencontrer cette personne. Je savais même pas que c'était possible d'avoir un match pareil comme ça. Tu vois, des moments où t'as des petites amourettes de trucs et je me disais à un moment donné, mais c'est pas possible. Et là, vraiment, on rencontre plein milieu d'un nightclub. Oui. Vraiment incroyable, gros coup de foudre, on ne s'est plus jamais lâché. Il est incroyable, donc je dirais juste merci de m'aider au quotidien, merci d'être là et merci d'être aussi drôle et gentil, quoi. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça va bientôt faire 10 ans. Ouais. Team matcha ou team café? Ah, cappuccino. Ah, cappuccino. Cappuccino, direct. Est-ce qu'il y a un mantra ou une citation qui te touche particulièrement? Moi, c'est toujours le no regrets. Ouais. Simple, efficace, je veux pas avoir de regrets. C'est toujours ma philosophie, donc tu vois, de dire oui aux opportunités, de se lancer, de sortir de ma zone de confort. Et j'aimerais bien pousser les gens à sortir de leur zone de confort. On n'est pas, enfin bon, si, il y en a quelques-uns, mais on n'est pas des chirurgiens. Je vais pas, tu vois, c'est pas parce qu'on va faire une story, on va parler en story. Nous, on est stressés, on a l'impression que ça va être la fin du monde. Mais en fait, on n'est pas en train d'opérer quelqu'un à cœur ouvert. Il y a pas de mort possible si tout va bien. Donc, je pense vraiment qu'il faut se lancer et oser faire preuve d'audace. On dit souvent, quand on veut, on peut. T'en penses quoi? Oui, tout à fait convaincue. Après, il faut se donner tous les moyens, en tout cas, pour le tenter. Et bon, est-ce que demain, je vais devenir une triathlète? Non. Tu pourrais, hein. Je pourrais, hein. Mais je pourrais. Je te jure, hein. Tu vois, je pourrais me donner les moyens de... ça a l'air donc, c'est une question aussi. Ça l'est pas, Oui. Donc, voilà. Donc, quand on veut, on peut. Et je pense qu'il faut surtout oser. Il faut oser et se donner les moyens de le faire. Si tu restes tout le temps en position statique, il va rien se passer. Les choses tombent pas du ciel. Il faut, moi, j'ai parfois des discussions où les gens me disent, ah oui, mais tu comprends, il est pas revenu vers moi. Je dis, relance, fais quelque chose, appelle, envoie un message. Bon, je dis pas si c'est une partie de mecs toxiques, on oublie, hein, mais si c'est un employeur, si c'est un truc, relancer, les gens vont d'office apprécier. Et si les gens n'ont pas envie de vous répondre, ils vous répondront pas de toute façon. Mais il faut essayer, quoi. Pas rester sur des doutes. Qui tu appelles quand tu as besoin d'un conseil? J'appelle ma mère, j'appelle ma sœur, j'appelle mon mari. Peut-être ma sœur d'abord en premier. On est un peu devenus comme des twins malgré nos 6 ans de décalage. Je l'aime trop. La marraine de ma fille. Ouais. Un podcast, un livre ou un film que tu voudrais recommander aux auditrices? Ah bon, audace. Non, je chute. Non, j'adore. Franchement, j'adore. Les podcasts sont trop chouettes. C'est des histoires hyper authentiques. Toutes les personnes sont hyper inspirantes. C'est des invités qui sont incroyables. Hein. Non, mais j'ai adoré. J'espère que je serai à la hauteur du coup, parce que j'ai un peu pris peur là en me disant. Tu l'es. Tu l'es. Sinon, j'ai un livre. C'est un livre de Frédéric Renoir qui s'appelle Traité de paix intérieure. Je pense. Attends, ça se trouve, je me trompe, mais on le mettra en description. Ouais. C'est un livre incroyable qui t'explique au tout début, justement, que tu dois apprendre à dire oui à la vie. Oui. Et en fait, il faut savoir que tu dois dire oui à la vie, mais surtout au oui de choses que tu ne peux pas changer. Okay. Tu sais pas changer ta date de naissance, tu sais pas changer la famille dans laquelle tu es né, tu sais pas changer ton apparence. Je veux dire, si tu fais 1m60, tu feras pas 1m80, si tu fais 1m84, tu feras pas 1m52, tu vois. Donc, il y a des choses sur lesquelles tu peux rien faire. Et donc, c'est vraiment d'abord d'accepter ça. Et puis, du coup, d'apporter les changements et les modifications sur les choses que tu peux modifier, sur lesquelles tu peux avoir un impact. Ça commence comme ça, et puis ça te parle de comment vraiment construire cette paix intérieure et comment atteindre le bonheur. Donc, quand t'as un peu perdu, et c'est un traité philosophique, mais qui est vraiment écrit... Accessible, quoi. Accessible, exactement. C'est vraiment écrit pour des gens qui sont pas philosophes et qui ont envie un petit peu plus de se projeter ou
ou de pensée, etc. Donc, c'est un petit livre Ok. et vraiment, je recommande à 1000%. Ok, top. Je le mettrai en barre description. Dernière question, la question signature d'audace. Peux-tu nous raconter un moment où tu as fait preuve d'audace dans ta vie? Je pense que dans mon mode de vie, c'est monnaie courante, tu vois. J'ai tout le temps envie de faire cette prise d'audace, tu vois. Je prends de l'audace en me disant, ben oui, je vais aller faire mes études à Bruxelles et je vais prendre un coach, j'ai 17 ans, c'est pas grave. Je me dis, tiens, j'ai pas toutes les skills sur papier pour ce job, j'envoie mon CV, on verra. Je me dis, tiens, un podcast, why not? Je shoot, tu vois. Donc c'est un peu, je pense que c'est plutôt dans mon ADN et que j'aime toujours un petit peu, oui, avoir cette audace et ça te crée des opportunités qui sont incroyables. Donc, il faut oser. Donc, j'aurais qu'un message à dire, c'est essayer, quoi. Let's go, guys. Écoute, merci Elinor. Je te rejoins sur énormément de points, si pas tous les points. Donc, merci pour ton temps, ta franchise, ta confiance. C'était passionnant. Mais avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Du coup, c'était génial de te voir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.